Alors, merci, M. Benoît. Comme vous avez pu constater, j'ai passé la moitié de ma carrière dans des postes de nature administrative et l'autre dans des postes de fonction politique, ce qui me permet de porter un chapeau qui convient selon les circonstances. Si vous permettez, je vais attaquer d'emblée ma présentation de façon à laisser un peu de temps pour les échanges par la suite. Donc, mon rôle aujourd'hui consiste à situer de manière générale l'analyse d'impact dans le processus décisionnel au gouvernement du Québec et plus précisément l'évaluation qui découle de l'article 54 de la Loi sur la santé publique dans ce processus. Je terminerai en évoquant quelques constats touchant les contraintes, limites et défis qui se posent. Il s'agit bien sûr, compte tenu du temps imparti, d'un survol très rapide. Il me fera plaisir de revenir sur certains aspects au besoin lors de la période d'échange. En substance, le Conseil des ministres forme le gouvernement du point de vue décisionnel, du moins en ce qui nous intéresse en matière de politique publique. S'il faut retenir un élément, c'est que les décisions du Conseil des ministres se prennent de manière consensuelle. En d'autres termes, bien que chaque ministre dispose de responsabilités sectorielles particulières, les décisions de nature gouvernementale doivent obtenir l'assentiment de tous les ministres et ceux-ci doivent se montrer solidaires des décisions. Le temps manquerait pour décrire en détail le cheminement des dossiers soumis pour décision par l'autorité politique et le rôle des différents acteurs concernés qui sont identifiés dans l'illustration qui défile à l'écran. Il suffit de retenir pour les fins de la discussion qu'il s'agit d'un processus limité dans le temps, codifié par des règles, qui impliquent notamment une consultation interministérielle au plan administratif, des analyses au sein des organismes centraux comme le Conseil du Trésor et le Conseil exécutif, ainsi que les étapes préalables de validation politique en comité ministériel. De manière concrète, si le dossier ne présente pas de difficultés, il s'écoulera entre 3 et 4 semaines entre le moment où il est transmis et la prise de décision par le Conseil des ministres. Si le dossier présente des difficultés, et ça arrive souvent, il peut faire l'objet de délais plus longs ou carrément être retiré pour être repris ultérieurement. Ce processus peut être raccourci dans des situations urgentes ou particulières. Un dossier est soumis au Conseil des ministres une fois que toutes les difficultés ont été aplanies. Le nombre de dossiers qui font l'objet de recommandations des comités varie entre 400 et 500 par année. L'étude des dossiers en comité ministériel est appuyée par des analyses réalisées au sein des secrétariats. Ces analyses servent à attirer l'attention des ministres membres des comités sur les éléments les plus significatifs aux fins de la prise de décision. Il ne s'agit pas pour nous donc de reprendre les travaux d'un ministère sectoriel. Il s'agit avant tout, de s'assurer que le dossier est cohérent avec les lois, les règlements et les politiques ou les orientations connues du gouvernement, de déterminer que les objectifs poursuivis permettent vraiment d'atteindre les résultats escomptés et de valider les aspects objectifs ou démontrables touchant l'acceptabilité politique ou sociale. En d'autres termes, nous sommes appelés à jouer un rôle qui tient à la fois du vérificateur et de l'avocat du diable. L'évaluation des impacts fait partie intégrante du processus d'élaboration des dossiers et touche une foule de domaines. Il incombe au ministère porteur des dossiers de les exposer. Le temps ne me permet pas de les décrire, mais on identifie 16 clauses qui doivent être prises en compte. Dans le cas du développement durable, on pourrait même éclater en autant de clauses ou sous-clauses les 16 principes de la loi et les 9 orientations retenues dans la stratégie. Il s'agit dans un premier temps de s'assurer que les évaluations qui doivent être produites dans un dossier donné l'ont bel et bien été. Ces clauses peuvent provenir d'exigences formulées par le Conseil des ministres dans ses règles de fonctionnement ou encore découler d'exigences législatives. Dans d'autres cas, elles proviennent de politiques gouvernementales ou encore de recommandations formulées par le vérificateur général. En moyenne, on retrouve de 3 à 5 clauses dans près de 50% des dossiers et entre 3 et 8 clauses dans plus du tiers. Les enjeux de santé publique sont visés par l'une de ces clauses, soit l'article 54 de la Loi sur la santé publique, évoqué hier par M. Poirier dans sa présentation. Il s'agit en pratique pour le ministre de la Santé de donner son avis sur toute question touchant la santé publique d'une part et d'être consulté lorsqu'un ministère ou un organisme élabore un projet susceptible d'avoir un impact significatif sur la santé. Dans le cadre du processus d'analyse, nous nous assurons que ces exigences sont respectées. Si un ministère n'a pas consulté au préalable le ministère de la Santé alors qu'il aurait dû le faire, nous retirons le dossier de la circulation jusqu'à ce que cette exigence soit remplie. Par ailleurs, nous nous assurons que dans les dossiers où des questions de santé publique sont en jeu, le ministère de la Santé donne son avis sur le projet de loi.
En pratique, cet avis prend la forme d'une communication du sous-ministre que nous considérons dans le processus d'analyse. Si des difficultés surgissent à cette étape, nous pouvons collaborer avec les intéressés afin de faire émerger une position acceptable. Cette façon de faire assure que le ministre de la Santé conserve toute sa marge de manœuvre lorsque vient le temps pour le gouvernement, au plan politique, de prendre une décision. De manière plus particulière, on évalue que près du tiers des dossiers analysés sont visés par l'article 54. De ce nombre, nous avons observé que les mémoires en faisaient état dans une proportion de plus de 75 % et que la teneur pouvait être considérée comme satisfaisante ou complète dans près des 2 tiers des cas. Il y a donc encore place à amélioration. L'autorité politique est appelée à prendre des décisions en considérant de multiples contraintes ou limites susceptibles d'influer sur le choix à des degrés divers. Je me contenterai ici de souligner les plus significatives à grands traits, et elles s'appliquent à l'ensemble des aspects, y compris aux évaluations d'impact sur la santé. Dans un monde idéal, nous aurions une information complète, pertinente, probante, exposée clairement, et le tout en temps opportun. Ce n'est malheureusement pas forcément le cas. Il n'est pas rare que les informations soient fragmentaires, plus ou moins concluantes, dans certains cas contradictoires, que le recours aux experts ne permette pas toujours de départager les choix quand ils ne créent pas eux-mêmes des oppositions. Il n'est pas rare non plus que des données probantes soient noyées dans un jargon bureaucratique pour initier qui ne permet pas d'en mesurer adéquatement la portée. Les priorités dans un secteur donné, tout comme à l'échelle du gouvernement, ainsi que les capacités financières feront qu'un dossier sera mieux reçu qu'un autre. Si un ministère n'est pas capable de déterminer ce qui est prioritaire et tire tous azimuts, les instances centrales du Conseil des ministres viendront le brider. Le temps peut à la fois affecter la qualité de l'information disponible et ainsi hâter ou retarder une décision. Les conflits de valeurs, les divergences de perception, les opinions et l'influence des acteurs pourront aussi infléchir la teneur d'une décision ou encore inciter l'autorité politique à en retarder l'échéance. La présence de solutions de rechange acceptables par les acteurs concernés permettra aussi de faire avancer un dossier, quitte à différer dans le temps d'autres aspects, à défaut d'obtenir une décision qui pourrait régler d'un coup une problématique. À l'inverse, le défaut d'en produire pourra le retarder. Même s'il jouit d'une position de force, un ministre de la Santé ne peut mener toutes les batailles avec la même énergie et espérer les remporter tous. De façon plus particulière, le défi consiste pour les autorités de la santé publique, tant au plan politique qu'administratif ou scientifique, à alimenter les discussions avec les informations les plus justes et les plus compréhensibles, à faire porter les débats sur les éléments les plus importants, de manière à marquer des points et non pas à gagner sur toute la ligne à chaque occasion qu'un enjeu doit être débattu. Une approche trop zélée comporte un risque élevé de dépenser des énergies considérables pour avoir gain de cause dans un dossier relativement mineur, au prix d'être incapable de faire valoir un point de vue sérieux dans un dossier plus important par la suite. Je terminerai en indiquant que toute décision politique comporte une zone d'incertitude que l'on peut espérer faire disparaître et qui en limite la portée. Une certaine modestie dans notre capacité de trouver toutes les solutions fonctionnelles est de mise. Ceci vaut particulièrement pour ceux d'entre nous qui sont chargés de conseiller les décideurs, non seulement en matière de santé publique, mais dans la plupart des facettes des dossiers. Reconnaître ces limites ne signifie pas pour autant renoncer à progresser ou encore se laisser gagner par le cynisme ou un relativisme simplet. Une meilleure connaissance des enjeux, des répercussions, des impacts relatifs aux causes et aux solutions possibles aux problèmes que nous rencontrons contribue à réduire cette zone d'incertitude. À défaut de contribuer à régler certains problèmes une fois pour toutes, si une telle chose est possible, cette recherche de connaissances, notamment par des évaluations d'impact en santé, permet à l'autorité constituée de prendre raisonnablement de bonnes ou de meilleures décisions au bénéfice de la population. Je vous remercie. Il fera plaisir d'aller plus avant lors de la période d'échange.